Bienvenue dans le débat de France 24. Ça bouge en Amérique du Nord, à l'ombre des États-Unis, devenu un voisin bien encombrant sous Donald Trump. Le Mexique s'apprête à changer de dirigeant. Enrique Peña Nieto, atteint par la limite des mandats, va passer la main à un successeur. C'est dimanche que sont appelés aux urnes les quelques 88 millions d'électeurs mexicains. Un grand exercice démocratique qui, si l'on en croit les sondages, pourrait sonner l'heure de l'alternance dans un pays longtemps dominé par un parti unique, le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, actuellement au pouvoir. Ils sont trois principaux candidats à concourir avec une chance légitime d'être élus. José Antonio Meade, ancien ministre des Finances, soutenu par le PRI de l'actuel chef de l'État. Également Ricardo Anaya, candidat conservateur du Parti Action nationale de l'ancien président Vicente Fox, et puis Andrés Manuel López Obrador, son surnom AMLO, c'est lui le favori pour devenir le premier président de gauche du Mexique. Le Mexique prêt pour un changement de cap. Avec nous pour en débattre, Gilles Bataillon. Bonjour, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Amérique latine. Merci d'être avec nous. Merci également à François Durper, universitaire, historien à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste des États-Unis. Bonjour François. Et puis, en duplex de Rio de Janeiro, Emmanuel Colombier, directeur du bureau Amérique latine de Reporters sans frontières. Et puis, cette fois, en duplex de Mexico, Gaspard Estrada est avec nous également en direct. Gaspard Estrada, au Mexique, on s'attend à voir élu López Obrador. Oui, très clairement, oui. Il y a très manifestement une volonté d'alternance. En tout cas, les sondages, les tout derniers sondages qui ont été publiés ces dernières heures ici à Mexico traduisent justement cette soif de changement. Ces changements pourraient se traduire par l'élection de M. Obrador donc dimanche prochain, mais aussi par une majorité tant à l'Assemblée, à la Chambre des députés qu'au Sénat, une majorité donc qui pourrait être favorable à M. Obrador et qui donc pourrait lui donner les coups des franches en quelque sorte pour réformer le pays. Et si d'aventure le parti de M. Obrador, Morena, obtient également la mairie de Mexico, ce qui est fortement probable, et d'autres gouvernorats, on pourra dire qu'on aura vécu une élection historique au Mexique. Ah oui, alors le candidat López Obrador qui a fait de la lutte contre la corruption le thème central de sa campagne. Écoutez. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est séparer le pouvoir économique du pouvoir politique. Il faut un gouvernement qui représente tout le monde, riche et pauvre, pas comme celui que nous avons aujourd'hui. Le gouvernement est devenu un groupe élitiste au service d'une minorité prédatrice. Gilles Bataillon, on parlera du style du candidat peut-être ensuite, mais d'abord le thème, la lutte contre la corruption, c'est la préoccupation numéro 1 aujourd'hui des Mexicains ? C'est la préoccupation numéro 1 des Mexicains. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que dit López Obrador, c'est qu'il ne parle pas du problème sur lequel la corruption a prospéré et cru, c'est l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire. Et quand il dit qu'il faut séparer le pouvoir politique du pouvoir économique, il a absolument raison. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il ne fait pas de la construction d'une justice indépendante un de ses leitmotifs de campagne. Il le met volontairement, d'après vous ? Pour quelle raison ? Je pense qu'il a une vision de la politique qui repose sur un homme présidentiel qui fait et défait, et l'idée qu'une démocratie repose sur des contre-pouvoirs et sur une alternance, c'est pas du tout quelque chose qui est central dans sa pensée. Un homme fort qui symbolisera peut-être un pouvoir autoritaire, c'est ce que disent déjà certains critiques qui craignent de le voir phagocyter ce pouvoir qu'il entend aujourd'hui incarner dans l'opposition. Si vous voulez, ce que dit un très bon analyste de la politique mexicaine, qui est un anthropologue mexicain, Roger Bartra, Bartra dit avec beaucoup de bon sens, il y a quelque chose d'un retour au PRI des années 70, et effectivement, ce qui avait limité les pouvoirs des gouvernants ces dernières années, dans les derniers mandats présidentiels, c'était que les chambres étaient divisées. Là, López Obrador a une chance de conquérir le pouvoir présidentiel avec une très grosse majorité, et ensuite d'avoir un très grand groupe de partisans à la Chambre et de voir des députés du PRI et du PRD se rallier à son groupe de Morena et donc de disposer d'une majorité relativement stable dans les deux chambres, ce qui n'était jamais arrivé. Profiter de l'alternance n'en serait pas forcément partisan à son tour, quand elle concerne son opposition, c'est ce que vous dites. Je ne dis pas qu'il veut s'installer dans quelque chose où il n'y aura plus d'alternance possible ensuite. Je dis c'est pas quelqu'un qui est
passionné par la question des check and balance, et il y a l'idée qu'il y a un leader qui sait, et que l'idée qui est, par exemple le concept qui est parfois très galvaudé d'intelligence collective, c'est pas une chose qui s'impose à lui d'aucune façon. Sur cette question justement des contre-pouvoirs et de la lutte aussi contre la corruption, ce sont deux aspects bien différents effectivement du personnage, mais l'un d'une certaine manière conduite à l'autre, c'est-à-dire que bien sûr l'autonomie du pouvoir judiciaire est la condition à la lutte contre la corruption. Emmanuel Colombier, on parlera plus tard du climat dans lequel s'est déroulée cette campagne, du climat de violence notamment, et de la situation pour les journalistes, mais on le sait, beaucoup de journalistes au Mexique enquêtent sur des affaires de corruption, ils ne peuvent pas toujours se fier à la justice. Comment avez-vous vu, vous, le candidat et les thèmes de campagne choisis par López Obrador ? Alors effectivement, au-delà de qui sera le futur président, il est important de dire que le thème des droits de l'homme, et plus particulièrement de la liberté de la presse et des libertés d'expression, a été totalement absent des débats qui ont précédé cette élection. Donc le taux d'impunité, par exemple, des crimes commis contre les journalistes au Mexique dépasse les 95%. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons des cas d'assassinat, il y en a eu par exemple 11 en 2017 et déjà 5 cette année en 2018, la justice ne va pas jusqu'au bout de ces investigations et n'identifie que très rarement les responsables intellectuels de ces assassinats. Donc il y a effectivement un énorme problème par rapport à la justice mexicaine et je voulais rappeler là aujourd'hui que malgré des belles intentions, les droits de l'homme et la liberté d'expression ne sont absolument pas prioritaires dans ce pays et ont été absents du débat public. François Durper, évidemment on est tenté de faire la comparaison avec le voisin américain qui incarne, quels que soient d'ailleurs aujourd'hui ses dirigeants, un modèle de démocratie. Le Mexique en est assez éloigné dans son fonctionnement actuel ? Ce qui est étonnant, c'est que la presse américaine commente plutôt l'arrivée probable au pouvoir, AMLO, d'un Trump mexicain. On fait la comparaison aux États-Unis parce qu'on se dit quelqu'un qui finalement n'est pas passionné par le partage ou la séparation des pouvoirs, quelqu'un qui, tout en étant aux antipodes idéologiques de Donald Trump, l'un est à gauche, AMLO, l'autre est à droite, Donald Trump, mais qui est en rupture avec l'establishment, qui fait sa campagne sur le rejet des élites. Suivez mon regard, c'est exactement le thème de campagne de Donald Trump. Deuxième point commun, c'est son fort nationalisme. C'est d'abord le Mexique. On pourrait même plagier Donald Trump, Make Mexico Great Again, ou en tout cas Mexico First. Et pourquoi ? Parce que peut-être que les Américains se disent, eh bien, avec un partenaire comme AMLO, finalement, Donald Trump aura peut-être de quoi discuter. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu la campagne mexicaine, on peut se dire que le Mexique compte plus pour les États-Unis politiquement que les États-Unis pour le Mexique. C'est-à-dire que les États-Unis sont absents de cette campagne. Ils n'ont pas été un enjeu dans cette campagne. Pas un enjeu dans cette campagne. On a très peu parlé. C'est vraiment les enjeux intérieurs qui ont dominé la campagne mexicaine. À l'inverse, la campagne de Donald Trump, le mur toute la journée, les Mexicains qui nous envahissent, la théorie du grand remplacement version américaine, nous allons tous devenir 2050, les Américains non hispaniques seront minoritaires dans ce pays, que le dernier dernier anglo à Miami emporte le drapeau. Donc ça a été très très présent et vous voyez que ça continue à dominer la vie politique américaine. La réforme de l'immigration ne passe pas tant que le mur n'est pas financé. Exactement. Le voyage de la première dame à la frontière mexicaine. Donc autant le Mexique là est vraiment dans le viseur politique du Congrès américain et du président américain. On se dit, ça va peut-être se jouer là-dessus, les mid-termes. C'est-à-dire que la seule promesse non tenue, c'est ce fameux mur qui n'est pas financé, qui ne sera jamais financé par le Mexique. Vous voulez expliquer par quoi cette relative indifférence à l'égard des États-Unis dans la campagne mexicaine, Gilles Bataillon ? On n'a pas besoin de s'intéresser à ce qui se passe du côté des États-Unis ? Il y a besoin, mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Mexique, il y a un consensus absolu face à l'ignominie des propos et des pratiques de Trump. Si vous voulez, si vous prenez deux grandes revues intellectuelles, Nexos et Letras Libres, qui sont des gens qui tirent à boulet rouge sur la candidature de AMLO, c'est des gens qui ont fait des numéros spéciaux très bien argumentés,
contre les déclarations racistes de Trump et contre le livre qui a été un peu le bouillon de culture de cette pensée du grand remplacement, qui est le livre de Huntington sur l'immigration mexicaine aux États-Unis. Il y a eu des débats extrêmement sérieux de la classe intellectuelle mexicaine contre ça. Et là-dessus, il y a consensus. Alors, juste pour, je rappelle, évidemment, cet acronyme AMLO que vous allez entendre fréquemment dans ce débat, c'est Andrés Manuel López Obrador, le favori de cette élection. C'est les initiales comme JFK aux États-Unis. Ces initiales, le favori de cette élection présidentielle. Gaspard Estrada, la personnalité d'Andrés Manuel López Obrador, on reviendra après sur les rapports avec les États-Unis, mais il est souvent présenté, en tout cas dépeint par ses opposants comme un futur Chavez. Est-ce qu'on peut trouver des points de comparaison? C'est un dirigeant autoritaire? Je pense qu'il faudrait quand même être prudent sur les comparaisons. Contrairement à Chavez, Andrés Manuel López Obrador n'est pas un militaire. Je pense que cela a eu un impact fort sur la manière de gouverner de M. Chavez au Venezuela. Je pense en revanche qu'il y a une vraie filiation entre le PRI et López Obrador, tout simplement parce que López Obrador a été formé politiquement au sein de ce parti. Il a été membre du PRI dans les années 80. Il a commencé sa carrière institutionnel au pouvoir depuis quasiment 70 ans au Mexique, même si depuis 2010 c'est plus compliqué. Depuis 2000, pardon, c'est plus compliqué, on va en reparler. Exactement. Mais cela étant dit, je pense que cette manière de faire de la politique, cette manière prise de faire de la politique qui donne la part belle justement aux mobilisations, à la création de réseaux de clientèle, c'est une manière de faire de la politique qui s'est propagée au sein de la classe politique mexicaine dans son ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il est assez difficile de distinguer, en tout cas on le voit très clairement à l'approche des élections, une manière de faire de la politique qui soit distincte entre le PAN, le PRD, le PRI et aujourd'hui Morena, le parti de López Obrador. Une relation très importante entre l'argent et la politique. Le coût des campagnes électorales au Mexique est très important. Et je pense que López Obrador, de ce point de vue-là, est dans une certaine forme de continuité avec ce qu'on a pu voir auparavant. Cela étant dit, ce qui est clair, c'est que l'agenda politique va évoluer, non pas tant sur les questions économiques, puisque M. Obrador est assez conservateur sur ce point. Il a dit à maintes reprises durant cette campagne électorale qu'il allait respecter l'autonomie de la Banque centrale, qu'il n'allait pas dépenser plus, il n'allait pas promouvoir les déficits publics. Il s'est même prononcé en faveur d'un maintien de l'ALENA. Il a même désigné un négociateur pour mener à bien ces négociations avec le Canada et les États-Unis. Mais je pense que sur les autres questions, la question politique, la question aussi des politiques sociales et la politique agricole, il y aura, en tout cas c'est ce qu'il dit pour le moment, il y aura des évolutions, notamment s'il a cette majorité au Parlement, ce que les sondages aujourd'hui pronostiquent. Oui, on va en revoir peut-être l'un de ces sondages, un sondage Reuters qui date d'il y a quelques jours seulement et qui donne effectivement une avance conséquente à López Obrador. Vous le voyez, 37% contre 20% pour son concurrent direct, Ricardo Araya. Et puis en troisième place, le candidat donc, du parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel, José Antonio Meade, 17,7%. Il faut le dire, il y a des écarts plus nets encore dans d'autres instituts de sondage qui donnent plus de 20 points d'avance à López Obrador. On va revoir peut-être aussi les visages des trois candidats. Ces deux autres candidats, Ricardo Araya et Meade, ils n'ont aucune chance aujourd'hui, Gilles Bataillon, d'être élus parce qu'ils incarnent tous deux des partis qui se sont partagés le pouvoir ces 20 dernières années. Mais il y a plus que ça. Disons, Anaya a fait un espèce de coup de force au sein du PAN pour casser un projet qui était le fait que la femme de Calderón, Mme Zavala, soit une candidate qui reçoive à la fois l'onction du PAN et du PRI. Donc il a cassé ce possible accord et il a joué contre les caciques du parti. C'est un Emmanuel Macron qui aurait échoué ? On peut le dire comme ça, c'est un jeune très ambitieux et qui a voulu casser ce système d'accord. Et ce qui se passe, c'est que si vous voulez, le PAN est usé par deux législatures où on a beaucoup cru
au changement incarné par Fox quand il a gagné pour la première fois la présidentielle en 2000 après 70 ans de règne sans partage du prix à la présidence. Oui. Calderón, qui lui a succédé, qui était aussi au PAN, a encore plus déçu. Et Peña Nieto est une espèce de caricature de président incapable. Donc, si vous voulez, vous avez des élites qui apparaissent comme une espèce de partidocratie sans autre projet que de se maintenir au pouvoir et d'en profiter. Et donc, López Obrador a beau jeu de dénoncer ça et il reçoit des suffrages à cause de ça. Vicente Fox, le président de droite, celui qui avait mis un terme à 70 années de règne du Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique. À l'époque, on s'en souvient, en 2000, lorsqu'il arrive au pouvoir, il s'était opposé parfois assez violemment à George W. Bush, qui était président des États-Unis. Et puis, finalement, les deux pays étaient quand même parvenus à s'entendre. Ils n'avaient pas remis en cause, notamment, l'accord de libre-échange nord-américain. Est-ce qu'il peut se produire la même forme d'entente, d'une certaine manière, dictée par les faits, d'entente réaliste entre Andrés Manuel López Obrador, côté mexicain s'il est élu demain, et Donald Trump, qui n'a jusqu'à présent pas mâché ses mots envers le Mexique? Il y a trois dossiers sur lesquels on va juger la relation entre le Mexique et les États-Unis. Le premier dossier, c'est NAFTA, c'est l'ALENA, évidemment. Et là, pour le coup, comme candidat, il a dit qu'il était prêt à discuter avec Donald Trump sur ce sujet. Il y a la question, évidemment, de l'immigration, qui est un marqueur très, très fort. Et puis, il y a la question de la coopération, la lutte contre la drogue, le crime. Et là, les autorités mexicaines ont tout intérêt à discuter avec les autorités américaines. C'est peut-être le dossier qui va avancer le plus vite et de manière, de toute façon, toujours assez forte. En revanche, ce qu'on peut penser, c'est qu'il aura sans doute probablement, si c'est lui qui est élu, besoin, comme Donald Trump, de montrer qu'il défend les siens, qu'il défend les Mexicains pour une raison simple, c'est qu'une partie de ses campagnes se fait sur cela. Elle se fait d'une part effectivement, sur la forme, sur... Nous balayons une classe politique corrompue, dépassée, usée par le pouvoir, mais également sur le fait que cette classe politique en a fait plus pour l'extérieur, pour l'image du pays à l'extérieur, que pour les Mexicains eux-mêmes, leur niveau de vie, leurs conditions de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est encore en lien avec d'autres élections. On citait les États-Unis, mais dans le monde, alors que certains qualifient sous le terme de populistes, mais qui quand même signifie quelque chose. Il y a à la fois ce mouvement de mondialisation et puis ce retour de populations qui se disent mais il faut se soucier de nous à l'intérieur de nos frontières. Alors sauf que la différence, c'est que les États-Unis voient arriver les Mexicains ont le rêve américain. Ils ont toujours le rêve américain avec cet afflux à la frontière qui est constant. Mais de toute façon, entre les deux pays, il y a quelque chose de fort sur le plan historique. C'est le resserrement du lien. Le lien démographique, le lien culturel, le lien économique, il se resserre et il est appelé à se resserrer. Et même avec un Donald Trump, regardez par exemple la décision de la FIFA cette semaine, 2026, organisation conjointe Canada, États-Unis, Mexique, de la future Coupe du Monde. Mais lorsqu'on voit des images d'enfants séparés de leurs parents à l'entrée sur le territoire américain, quel type de réaction ça provoque, ça, au Mexique? Alors, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est un consensus très fort contre non seulement les propos, mais maintenant la politique de Donald Trump. C'est presque, j'allais dire, un consensus américain contre Donald Trump. Vous avez que la première dame elle-même, qu'à l'intérieur de son parti, on était hostile à ce type, non seulement d'image, mais de politique. Alors, il y a les enfants, il y a aussi 412 morts à la frontière en 2017. C'est une frontière qui est meurtrière. Donc, ça veut dire qu'il y a, de la part des Mexicains, certes, c'est pas au cœur de la campagne, mais cette idée que finalement, il faut bien comprendre l'histoire de ces deux pays. La Californie, c'est mexicain à l'origine, c'est hispanique. Toutes les villes, Los Angeles, San Francisco, portent ces noms hispaniques. Donc il y a Texas, c'est la même chose. Le Texas, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ces États ont une politique, notamment la Californie. La Californie a une politique beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'État fédéral américain. C'est pas les États-Unis versus Mexique. Des villes sanctuaires, comme on dit. Il y a des villes sanctuaires et même un État sanctuaire. La Californie n'a pas du tout. Quand vous êtes un Mexicain, vous passez la frontière, vous n'êtes pas en règle, vous n'avez pas de documents. Si vous êtes arrêté par la police de l'État,
vous n'êtes pas inquiété. Si vous êtes arrêté par la police fédérale, par les gardes frontières fédéraux, alors là, c'est pas du tout la même chose. Donc vous avez cet État particulier américain, fédéral, avec une politique à géométrie variable et une politique beaucoup plus ouverte sur le Mexique, à la fois de l'État, c'est institutionnel, mais aussi d'entreprise. Ce pays, les États-Unis, vit, s'enrichit, se développe grâce non seulement à l'immigration légale mexicaine, mais grâce aussi et depuis très longtemps à l'immigration dite illégale mexicaine. Il y a eu un fameux jour du jour sans chicanos, où les gens, tous les immigrants illégaux ont dit on ne travaille pas, et c'est toute une partie des services et de l'industrie et de l'agriculture qui s'arrête. Oui. Vous évoquiez à l'instant cette frontière meurtrière et le fait est que désormais, c'est vrai que lorsqu'on évoque le cas du Mexique, il est difficile de ne pas parler des violences en général. Elles ont été particulièrement élevées à l'occasion de cette campagne électorale. Entre septembre 2017 et juin 2018, 130 hommes et femmes politiques ont ainsi été assassinés. Parmi eux et elles, 48 étaient candidats ou pré-candidats à un mandat électoral. Retour sur ces violences en images. C'est dans cette voiture que les 5 corps ont été retrouvés. Toutes les victimes étaient membres du parti du favori de l'élection présidentielle, Andrés Manuel López Obrador. Parmi eux, Emigdio López Avendano, candidat dans l'État de Oaxaca. Il faut que justice soit faite pour ces enfants. Le plus jeune n'a même pas encore 2 ans. Depuis le début de la campagne en septembre, il y a eu plus de 500 attaques sur des hommes politiques. 130 ont perdu la vie, parmi eux 48 étaient candidats aux élections locales et nationales qui se déroulent dimanche. Des victimes qui sont de tous bords politiques. Je veux une autre vie pour mes enfants, pour qu'ils ne connaissent pas ce que nous vivons actuellement. 2017 a été l'année la plus meurtrière. Des violences qui ont encore augmenté de plus de 20% cette année. Autorités et candidats pointent du doigt les cartels de drogue. La lutte contre la criminalité s'est imposée logiquement comme l'un des thèmes clés de cette campagne. Voilà, et un pays particulièrement violent et meurtrier aussi pour les journalistes. Emmanuel Colombier, vous êtes toujours avec nous en direct de Rio de Janeiro. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau Amérique latine de Reporters sans frontières, RSF, qui fait du Mexique le 2e pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes après la Syrie. Oui, absolument. Et le Mexique n'étant pas un pays officiellement en guerre, ce sont des chiffres absolument ahurissants. Hein. Comme je vous le disais, nous avons eu, depuis le début du mandat d'Enrique Peña Nieto, plus d'une centaine de journalistes assassinés. 11 l'an dernier, on est déjà à 5 cette année. Donc c'est absolument dramatique. Et avec l'impunité qui s'accompagne de ces crimes, ça crée un cercle vicieux pour la presse, des situations de censure, de peur, d'autocensure. Donc c'est évidemment un pays prioritaire pour Reporters sans frontières. Pour revenir sur la campagne, effectivement, il y a des assassinats de candidats, mais il y a également un nombre incalculable d'agressions contre les journalistes qui vont couvrir ces élections. Nous avons mis localement en place une plateforme de monitoring de ces agressions de journalistes dans le contexte électoral. Et pour les 5 premiers mois de l'année, simplement entre janvier et mai 2018, nous avons comptabilisé pas moins de 45 agressions de journalistes, dont 18 femmes, qui étaient en charge justement de couvrir les élections. Et ces agressions, ça peut être des attaques physiques, des menaces, des campagnes d'humiliation publique, etc., peuvent venir directement des candidats. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui publiquement vont s'en prendre à la presse parce qu'ils ne sont pas contents de ce que la presse raconte sur leur programme et sur leur campagne. Donc vous avez les candidats, vous avez les équipes de campagne et puis vous avez également des manifestants ou des opposants qui vont systématiquement prendre la presse comme cible et comme responsable de tous les maux dont souffre le pays. Donc le Mexique est structurellement violent, mais je crois que le travail des journalistes dans ce pays est en train de devenir un véritable parcours du combattant, et plus particulièrement au niveau local. Hein. Vous avez des États comme le Veracruz, le Michoacán, le Guerrero ou encore le Sinaloa, où la couverture de sujets qui ont à voir avec la corruption ou le crime organisé vient systématiquement avec des menaces, des agressions et régulièrement malheureusement des assassinats purs et simples. Donc c'est une situation qu'il faut continuer de dénoncer évidemment. Ces violences, si on vous le comprend bien, elles sont le fait aussi bien des milieux
criminels, ouvertement criminels, des cartels de la drogue notamment, que des milieux institutionnels ou institutionnalisés, police, cercle politique? Alors, indépendamment du contexte électoral, les journalistes mexicains sont pris entre plusieurs feux, effectivement. Alors, vous avez au niveau local et dans ces États que je mentionnais, une collusion totale entre la classe politique et le crime organisé. Donc, en fonction de l'influence des cartels présents sur place, ce sont soit les cartels qui donnent les ordres, soit les hommes politiques directement pour aller assassiner ou menacer tel ou tel journaliste. Vous avez évidemment au niveau fédéral et au niveau du pays, de toute façon, la police, la classe politique, les fonctionnaires publics qui font partie des premiers agresseurs de la presse. Et quand on parle d'agression, on parle de tout un tas de méthodes, de censure, de menaces publiques, de menaces privées, etc., etc. Donc les menaces peuvent venir de tous les feux et de toutes les directions. C'est ça qui rend le travail de la presse particulièrement compliqué. Au point de restreindre la liberté d'expression au Mexique? Je crois que ça a coupé là. Ah, et on a perdu visiblement Emmanuel Colombier, Gilles Bataillon. Peut-être d'ailleurs vous pourrez répondre à cette question et plus généralement à ce sentiment qui nous est donné là d'une forme d'accoutumance finalement aux violences. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'accoutumance aux violences. Il y a le sentiment qu'on ne peut rien faire et que c'est un peu comme la pluie ou l'ouragan tropical. Mais il y a des gens qui de plus en plus jugent que c'est absolument intolérable. Si vous voulez, pour vous donner un exemple assez simple, avant que Peña Nieto soit reçu en fanfare un 14 juillet à Paris par le président Hollande, il y a une journaliste des plus importantes au Mexique qui avait dénoncé un certain nombre de trafics d'influence et de cas de délits d'initiés ou de corruption où sa femme et lui étaient mêlés. Elle a été limogée d'une grande radio publique. Elle a maintenant une émission sur CNN. Et tout ça est passé dans les milieux diplomatiques européens comme une lettre à la poste. Et Peña Nieto est venu ici et on lui a fait, semble-t-il, il n'y a eu aucune discussion sur ces sujets-là. C'est une criminalité d'État ? C'est une tolérance des autorités politiques vis-à-vis du crime organisé avec qui ils ont les relations. Ils disent de toute façon, on ne peut pas éradiquer le crime. L'argent de la politique, il vient d'où au Mexique? L'argent de la politique, les hommes politiques sont très largement pris dans des pactes de corruption et dans ce qu'on appelle des délits d'initiés. Et beaucoup participent d'opérations de recyclage d'argent sale. Quelqu'un comme le gouvernement, d'abord en fuite parce qu'on a jugé bon de ne pas l'arrêter, puis finalement arrêté comme le gouverneur du Veracruz, qui est un cas emblématique de corruption, qui est un membre du PRI, qui posait aux côtés de Peña Nieto quand il a pris le pouvoir comme un de ces nouveaux gouverneurs qui symbolisait le renouveau du PRI. Il y a toute une série de gens comme ça qui sont des gens qui ont détourné de l'argent public et en même temps pactisé avec les groupes de narcotrafiquants ou de trafiquants de main-d'œuvre. Gaspard Estrada, c'est tout le système politique qui est miné par ces cas de corruption et cette collusion avec le crime organisé? Sans aucun doute. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a deux grandes problématiques. La première problématique, elle est liée au financement de la vie politique au cours des campagnes électorales. Il y a quelques semaines, des collègues du Colegio de México, une grande université mexicaine, ont publié une étude sur le coût des campagnes électorales au Mexique, en estimant que pour chaque peso dépensé officiellement par les candidats, 15 autres pesos seraient dépensés de manière illégale par ces mêmes candidats, ce qui voudrait dire que le coût réel des campagnes électorales au Mexique serait 15 fois le montant qui est officiellement déclaré par l'ensemble des candidats. Donc, ce qui illustre bien la mesure du problème du financement et du financement illégal des campagnes électorales, puisque la question est de savoir d'où vient cet argent. Alors, d'une part, cet argent vient du fisc même, de l'argent qui est détourné par les acteurs politiques justement pour financer ces campagnes, mais d'autre part, cet argent vient aussi justement de ce lien incestueux entre le crime organisé et les hommes politiques. Et donc, la deuxième question, la question aussi de l'enrichissement personnel des hommes politiques, est également une question centrale. Gilles Bataillon l'a souligné à l'instant, le cas de ces gouverneurs sans réel contre-pouvoir qui ont véritablement pillé ces États-là, notamment le cas de Veracruz, qui est vraiment emblématique, puisque, comme il l'a souligné, il s'agissait là d'une supposée nouvelle génération d'hommes politiques priistes qui avaient vaincu des élections, qui étaient donc
apparemment des démocrates qui allaient renouveler la gouvernance du pays. Et on s'est rendu compte que, à l'inverse, il s'agit là d'hommes politiques très peu enclins justement au contre-pouvoir, qui ont fait de tout pour pouvoir voler les caisses de l'État et qui ont mis à nu en quelque sorte ce faux discours de rénovateur d'Enrique Peña Nieto et de cette génération de priistes qui sont au pouvoir. La question est de savoir comment on pourra mettre fin justement à cette relation de promiscuité entre l'argent et la politique que je soulignais dans ma première intervention. Et de ce point de vue-là, on l'espère, mais on a encore des doutes quant à la volonté réformatrice de M. Obrador sur ce point. On voit le degré de violence sur l'ensemble du territoire mexicain. Vous diriez de ce point de vue-là que la violence empire, la situation empire dans le pays? Oui, parce qu'on arrive à des records de violence sans qu'il y ait véritablement de changement. C'est la mainmise des cartels qui s'accentue. Très clairement, au niveau local, ce sont les cartels qui contrôlent le territoire, puisqu'il y a une très grande fragmentation des corps de police. Il y a aussi un turnover de plus important des corps militaires sur place, puisqu'ils sont déjà depuis plus de 10 ans en train de combattre le crime organisé, alors qu'ils n'ont pas été formés pour cela. Cela étant dit, on peut espérer qu'il y ait des réformes, des propositions de réforme de structure sur cette politique de lutte contre la drogue lors de cette nouvelle administration Obrador, qui lui a fait un certain nombre de propositions, y compris certaines assez polémiques, comme par exemple proposer une amnistie à certains membres du crime organisé en échange justement de réduire les violences. Est-ce que cela va marcher? On l'ignore, mais très clairement aujourd'hui les Mexicains ont un vrai ras-le-bol par rapport à ces politiques qui ont mené sur le plan sécuritaire au désastre. Ces violences, ce niveau de corruption, Emmanuel Colombier d'RSF, est-ce que vous diriez qu'elles nuisent à la liberté d'expression? On a vu évidemment les cas de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. On imagine les tentatives d'intimidation. Est-ce qu'au-delà de cela, c'est tout le champ de la liberté d'expression qui est restreint aujourd'hui au Mexique? Évidemment, bien sûr, la situation globale pour la liberté d'expression est dramatique au Mexique. On l'a mentionné, vous avez déjà d'une part des candidats qui sont assassinés, donc ça c'est déjà purement et simplement une attaque directe contre la liberté d'expression. Mais pour revenir sur le cas des journalistes, les chiffres que nous avons mentionnés sont tellement élevés qu'il est impossible dans certaines régions de couvrir la thématique politique et de découvrir la thématique sur le crime organisé. Donc cela génère des trous noirs de l'information. Vous avez des États dans lesquels les journalistes ne vont même plus. Au Sinaloa, il n'est pas possible de publier des informations sur les activités du gouverneur, sans que cela soit basé sur les communiqués officiels du gouverneur. Donc vous avez ce genre d'exemple, mais il est évident que la situation globale est dramatique. Il y a des situations d'autocensure. La plupart des Mexicains travaillent la peur au ventre. Ce n'est pas forcément le cas dans le district fédéral, mais au niveau local, les journalistes sont parfois contraints soit d'arrêter de travailler, soit de traiter de sujets qui ne vont déranger absolument personne. Donc on ne parle plus de journalisme d'investigation et on ne parle plus justement de faire éclater au grand jour des affaires de corruption et évidemment les activités des cartels dans le pays. Donc la situation du Mexique est dramatique. Le Mexique est 142e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières cette année. S'agissant de la situation des cartels qui tiennent toute une partie du pays, Gilles Bataillon, Andrés Manuel López Obrador propose d'amnistier les petites mains du narcotrafic, une proposition qui lui a valu un certain nombre de critiques, au point maintenant qu'il compte la soumettre à référendum. Est-ce que ça risque de provoquer une explosion justement du crime organisé ou le contraire ? J'ai aucune idée, et disons c'est une proposition qu'il a lancée comme ça, et les solutions à la violence au Mexique, elles ne se passeront pas dans les premières années du mandat de López Obrador, ni même pendant l'ensemble du mandat de López Obrador. Pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée à la question de la violence au Mexique et du crime organisé, ça veut dire qu'il faut commencer par constituer une justice indépendante. Et ensuite, il faut créer un corps de police qu'on puisse faire tourner sur l'ensemble du territoire de manière à le soustraire à des tentatives de corruption et qui sont
inévitable dans un certain nombre d'endroits. Si les gens restent sur place, soit ils sont corrompus, soit ils sont tués. Si vous avez des gens que vous pouvez faire tourner, alors à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées pour les corrupteurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Et ce que je trouve très impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de discussion publique sur un agenda de réforme de la police et des forces de sécurité. Or, c'est ça qui est capital avec la création d'une justice indépendante pour le futur démocratique au Mexique et, disons, une jugulation de la violence. La situation au Mexique, le pouvoir des narcotrafiquants, ces nouvelles routes de la drogue aussi, le fait que ce qui était auparavant, y compris des stations balnéaires prisées par les Américains comme Acapulco, sont devenus aujourd'hui des lieux, dit-on, d'extrême violence, ça préoccupe ça les États-Unis ? Bien sûr, ça préoccupe. Vous l'avez cité, le chiffre 2017, l'année la plus violente, 20 homicides pour 100 000 habitants. Ça veut dire que c'est... les États-Unis, c'est 5 homicides et on dit déjà que c'est une société violente. Donc ça parle aux Américains. Quand on leur dit c'est 4 fois plus important, ça parle évidemment aux Américains. C'est 100 000 tués depuis 4 ans. C'est 29 000 homicides par an. Et on peut rajouter les 30 000 Mexicains disparus. C'est des chiffres absolument qui font dire aux Américains la violence mexicaine, c'est aussi l'insécurité pour les États-Unis. 2 choses. La première, vous l'avez dit, c'est une terre de tourisme. Si les Mexicains ont du mal à aller aux États-Unis, les Américains, eux, aiment aller au Mexique pour leurs vacances. Il y a déjà 2 États, Colima et Guerrero, qui sont conseillés par le département d'État. Qui sont déconseillés. Qui sont déconseillés par le département d'État pour les citoyens américains. Et puis, il y a cette affaire qui... dont la presse américaine parle tous les jours, c'est la question de l'immigration. C'est-à-dire que la législation plus permissive, voire totalement permissive en matière de marijuana dans certains États américains, eh bien, a réorienté certains cartels vers le passage d'immigrants clandestins. C'est une source de revenus. Donc ça veut dire que c'est... inséparable. Parce que les États-Unis sont le marché où s'écoule une grande partie de ces drogues. C'est le marché. Donc ça veut dire que il y a une vision nord-américaine de la question. Et on ne peut pas résoudre la question de la violence au Mexique sans penser évidemment aux États-Unis. Et il y a une bonne coordination de ce point de vue-là. Exactement. Il y a une initiative très importante dont on ne discute pas assez d'un certain nombre d'anciens présidents latino-américains qui disent qu'il faut légaliser la consommation de cannabis partout. Il faut certifier la qualité de ces produits. Sans ça, on n'endiguera pas le crime organisé. Et quand on discute avec certains de ces anciens présidents, ils disent d'ailleurs le problème, c'est pas simplement le cannabis, c'est aussi la cocaïne. Et il faut traiter ça en termes de santé publique. Et c'est quelque chose qui est compris par une petite partie de l'opinion publique américaine et qui fait frémir le plus grand nombre. Et quand on voit les débats en France, on n'est pas plus intelligent que les Américains là-dessus. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de Gilles Bataillon. Merci d'avoir accepté ce débat. Merci également à François Durper. Le Mexique est toujours en Coupe du Monde. Oui, bonne nouvelle pour le Mexique. Et 36 millions d'Américains suivent le Mexique, qui sont d'origine hispanique, et beaucoup d'Américains qui n'ont pas les États-Unis dans la compétition. C'est le seul pays qui représente l'Amérique du Nord. Et pour cause, qui co-organisera la Coupe du Monde avec le Canada et les États-Unis en 2024. Merci beaucoup. Merci également à Emmanuel Colombier qui était avec nous en duplex de Rio de Janeiro et Gaspard Estrada en duplex de Mexico.